Bonjour, chère assistance, et bienvenue dans votre programme l'ASPAC Séminaire. C'est un immense honneur pour nous de poursuivre avec vous le cycle de séminaires portant sur le thème général essai critique sur l'ordre du discours juridique en Afrique noire francophone. Mais avant tout développement sur le fond du thème, si vous me le permettez, j'aimerais adresser mes sincères remerciements aux deux laboratoires sans la collaboration desquels ces panels de haute qualité n'auraient jamais eu lieu. Il s'agit du laboratoire d'analyse des sociétés pouvoir Afrique Diaspora, l'ASPAC, qui est un laboratoire de recherche interdisciplinaire de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. L'ASPAC impulse une recherche dynamique sur les questions liées à la transformation digitale, au genre, à la démocratie, à l'édition scientifique, aux politiques publiques, au panafricanisme et aux relations internationales. C'est dire donc qu'il accorde une grande importance à la formation des jeunes chercheurs et au partage des savoirs. Les différentes et riches discussions qu'il organise dans le cadre de ces cycles de séminaires répondent à ce double objectif, en faisant d'abord office de vitrine pour les travaux de recherche des doctorants et par ailleurs en permettant par le truchement de ces canaux de communication un accès effectif de ces travaux à un large public. Et pour clore le chapitre des remerciements, il convient de citer le laboratoire auquel sommes affiliés moi et notre cher invité, le laboratoire d'études et de recherche critique sur le droit en Afrique, l'ERCDA, de l'Université André Diop de Dakar, qui est un laboratoire nouvellement créé. Le LERCDA, pour le dire d'une manière synthétique, se donne pour ambition de promouvoir en Afrique une science du droit qui se veut non seulement plus sensible à l'apport des autres disciplines des sciences sociales dans la définition de la juridicité, de la pluridisciplinarité, mais aussi et surtout de penser une science du droit plus soucieuse des réalités socio-anthropologiques, c'est-à-dire de réécrire le droit africain à partir de ses propres catégories juridiques. Pour dire donc que le LERCDA n'est pas concerné par l'affirmation selon laquelle les juristes seraient les gardiens de l'hypocrisie collective. Grâce donc aux efforts combinés de ces deux laboratoires-là, mes collègues et moi sommes aujourd'hui en mesure de vous présenter les flux de nos recherches. Ceci étant dit, permettez-moi de me présenter. Je me nomme Alassane Djenebokowor, doctorant en droit privé à l'Université André Diop de Dakar. Ma thèse a pour thème responsabilité civile et l'assurance au Sénégal, mais nous aurons l'occasion d'en discuter davantage dans les séminaires à venir. Pour cet après-midi, nous allons essentiellement essayer de discuter des narrations juridiques africaines. Pourquoi? Parce que la structure actuelle du droit en Afrique renseigne ou bien témoigne d'une absence d'épistémologie. Les législateurs africains, au lendemain des indépendances, c'est-à-dire qu'au regard de la quasi-totalité des codes existants, n'étaient nullement animés par une ambition conciliatrice ou bien ne déploient aucun effort d'unification entre d'une part la coutume, ce qui est donc propre à l'Afrique, et d'autre part la tradition romano-germanique qui est héritière de notre passé colonial. Et c'est cette absence d'épistémologie-là, ou bien cette disparité constatée entre les droits nationaux et les coutumes, qui justifie aujourd'hui de plus en plus le besoin de remettre en cause, ou bien de repenser ou de réinterroger le dogme kelseenien dans la production du discours juridique. Parce que c'est un dogme qui, de par sa nature exclusive, a tendance à faire une sélection, un tri entre le devoir-être et l'être. Or, nous savons que le devoir-être ne se fonde que sur de la théorie. Or, selon Portalis dans son discours préliminaire sur le code civil, s'il est possible dans une institution nouvelle de calculer les avantages que la théorie nous offre, il ne l'est pas de connaître tous les inconvénients que la pratique seule peut découvrir. Et aujourd'hui, la pratique a fini par montrer l'inadéquation de certaines règles à nos réalités. Le professeur Jean-Louis Correa a fait la démonstration la semaine passée, avec donc la consécration du statut de l'entrepreneur par le droit ODA. Nous aurons l'occasion de le constater aussi aujourd'hui avec notre thème qui soulève pas mal de questions. De prime abord, la question même sur l'existence, effectivement, d'une narration juridique africaine. Parce que comme vous aurez l'occasion de le découvrir avec nous, nous sommes dans une perspective de quête, de recherche. Et donc, ce qui légitime cette question-là sur l'existence même de la narration juridique africaine. Et dans l'hypothèse d'une réponse positive à cette interrogation, à cette question-là,
quelle serait la pertinence d'utiliser cette narration juridique typiquement africaine-là dans la perspective de reconnecter le droit aux citoyens, c'est-à-dire reconnecter le droit au sujet auquel il est destiné. C'est en vue donc d'apporter des réponses satisfaisantes à toutes ces interrogations soulevées que l'intérêt s'est posé pour nous de réfléchir sur la thématique suivante, la quête des narrations juridiques africaines, propos liminaires sur un sujet de recherche élusif. Le séminaire sera animé par le docteur Ricardo Catelletti, sociologue du droit et enseignant-chercheur à l'Institut des droits de l'homme et de la paix de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université Anta Diop de Dakar. Il est membre de la Société italienne de droit et littérature. Dr Catelletti s'intéresse particulièrement à la vie sociale des droits humains dans une perspective comparée interdisciplinaire aux dynamiques d'enracinement et de légitimation socio-culturelle des normes universelles, au phénomène de pluralisme normatif et plus récemment à la dimension narrative du droit et ses interactions avec d'autres sources de narrativité et de normativité. Docteur Catelletti, la parole est à vous. Merci beaucoup, merci beaucoup. Permettez-moi de prime abord de m'associer aux remerciements aux deux laboratoires, l'ELASPA et l'ERCDA, qui ont rendu possible cette rencontre d'aujourd'hui, et de les remercier aussi pour avoir imaginé cette série de séminaires qui nous permet effectivement de partager, de mutualiser des réflexions et des efforts de recherche. Donc aujourd'hui, ce que je vais essayer de faire, c'est de vous présenter pas les fruits d'une recherche accomplie, mais comme Monsieur Podor, que je remercie déjà pour la modération qui va assurer, déjà introduit, ce sont des propos liminaires, c'est-à-dire l'idée c'est de voir ensemble lors des débats évidemment, si cette idée de narration juridique peut être utile pour aller à la recherche d'un meilleur rapport entre les populations et les droits censés régir leur vie. Sans plus tarder, si vous me le permettez, je vais partager la présentation qui va nous servir pour guide, pour commencer à esquisser un peu la thématique. Et après, je compte beaucoup sur l'apport de tout et chacun lors du débat pour que nous puissions étudier ensemble cette thématique et voir si effectivement ça répond à certaines des attentes rappelées par M. Podor. Bien évidemment, je suis heureux de pouvoir continuer cette réflexion qui a été commencée par le séminaire animé par Madame Fatoukine Camara, après par Monsieur Jean-Louis Correa, le professeur Jean-Louis Correa, la professeure Fatoukine Camara. Et aujourd'hui, l'essai que je vais faire avec vous, c'est de effectivement me situer sur la même ligne pour suivre un peu la réflexion sur l'abîme qui existe parfois entre le droit positif tel qu'il est consacré par le texte en vigueur et les vécus et les ressentis des populations censées encore une fois être régies par ce droit positif. Comme M. Godard l'a déjà rappelé, le séminaire d'aujourd'hui s'intitule À la quête des narrations juridiques africaines, propos liminaires sur un sujet de recherche élusive. Permettez-moi de remercier de prime abord l'équipe de recherche qui a fait l'effort de concevoir une note d'orientation sur un sujet qui reste effectivement élusif, et je vais essayer d'expliquer aussi le pourquoi. Et donc je dois vraiment doublement les remercier parce qu'on a eu des échanges fructueux tout au long de la conception de ces séminaires. Donc vraiment mes remerciements à l'endroit de M. Alassane Kouba, qui est ici avec nous aujourd'hui, M. Younous Sané, M. Adama Thioubou, M. Mbaïtiam, M. Mabadou Sissoko. Vraiment tous mes remerciements les plus sincères pour avoir accepté les défis de raisonner ensemble sur une thématique qui reste assez difficile à cerner. Juste pour introduire un peu notre discours d'aujourd'hui, j'insiste vraiment sur le caractère purement exploratoire de la démarche que je vais essayer de vous proposer. Effectivement, comme M. Kodor l'a rappelé en introduisant le séminaire, il s'agit de voir si cette idée de raisonner en termes de narrativité, de narration par rapport au droit, peut apporter quelque chose de plus
dans la recherche de cette harmonisation entre les vécus et socioculturels, les représentations socioculturelles des populations concernées et les droits positifs. Deuxième point, évidemment, la démarche proposée reprend cette idée d'intertransdisciplinarité. Vendredi passé, lors du séminaire du professeur Correa, on a eu l'occasion d'insister là-dessus. Mais bien évidemment, si on parle de narrativité, il y a plusieurs savoirs et de narration, il y a plusieurs savoirs qui seront convoqués, tout en sachant que je n'aurai pas le temps de trop développer. Mais l'idée de fond, c'est que vraiment, comme le laboratoire lui-même est un espace d'interdisciplinarité, cette discussion d'aujourd'hui vise le plus que possible cette démarche d'interaction entre différents savoirs. Ok, donc évidemment, un troisième point en guise d'introduction concerne les liens possibles entre cette idée de narration juridique et l'analyse critique en perspective décoloniale du droit positif. Voilà pourquoi je disais que notre conversation d'aujourd'hui va essayer de s'insérer dans les fils rouges deux arguments déjà développés, brillants par les collègues qui ont déjà abordé des questions dans les séminaires précédents. Deux questionnements préliminaires encore que je voudrais partager en guise d'introduction. Le premier renvoie à l'intitulé même d'un article d'Étienne Leroy qui nous posait la question de manière très directe, la question suivante: pourquoi en Afrique les droits refusent-ils toujours le pluralisme que le communautarisme induit? C'est un constat assez facile à faire. Le pluralisme juridique n'a pas trop droit de citer dans l'enseignement du droit ou dans la dynamique analytique proposée quand il s'agit d'analyser les droits positifs. Cette absence de prise en compte du pluralisme est encore plus remarquable si on tient compte justement des dynamiques qui caractérisent par contre le fonctionnement des sociétés ouest-africaines ou africaines plus en général. Donc, vraiment, cette question a toute sa place parce que on pourrait essayer de comprendre pourquoi il y a cette résistance qui empêche de pluraliser l'étude des sources, de pluraliser les regards sur le droit. L'autre question est liée à l'absence d'une approche qui ailleurs a fait assez de preuves. C'est justement ce qu'on a l'habitude d'appeler droit et littérature ou law and humanities, en élargissant le plus que possible le champ au-delà de la littérature lui-même. C'est un constat fait par un enseignant ougandais, ce constat de manquement de la littérature africaine dans l'enseignement du droit dans les universités africaines. Et son constat était davantage intéressant parce que il pointait du doigt le fait que, par exemple, aux États-Unis, pour tout ce qui est Black Studies, on a un fort recours à la littérature africaine pour illustrer aussi le décalage qu'il y a entre les normes véhiculées par les droits positifs et les vécus socioculturels des communautés concernées. Là aussi, c'est assez facile les constats. Il n'y a pas vraiment un gros déploiement de cette approche-là qui pourrait permettre, et c'est ce que je vais essayer de voir ensemble avec vous, de détecter certaines dimensions de la normativité ou de la juridicité qui restent un peu cachées. En fait, pour ceux qui s'intéressent à la question, à l'approche droit et littérature, on a l'habitude de retracer une étape fondamentale dans un article de Robert Cover qui a un peu inauguré ce qu'on a appelé après les tournants narratifs dans les études en matière de droit. Plus spécifiquement, il s'agit de ce célèbre article paru en 1983 qui s'intitule Nomos and Narrative. On pourrait traduire justement en français avec nomos et narration. Bien évidemment, il renvoie à cette catégorie que les juristes connaissent très bien des nomos, mais pour remettre un peu en discussion le fait que le nomos soit simplement une construction théorique, une construction textuelle, une construction, disons, de règles et de normes codifiées quelque part. En fait, Robert Cover nous invite à imaginer ce nomos, cet univers narratif, comme un univers où nous habitons. Un univers composé par des symboles, des significations,
et des narrations qui donnent du sens aux règles que nous suivons dans notre vie quotidienne. En fait, quand Robert Cover nous dit que habiter un nomos, c'est savoir y vivre, ça veut dire plus ou moins que nous tous, quand nous habitons un univers normatif dans lequel nous nous reconnaissons, nous devrions être en mesure d'avoir intériorisé les règles pour interagir avec les autres. Et cette idée d'une cohabitation entre droit et narration, je l'ai trouvé toujours très intéressant parce que, comme Cover le fait dans son approche, elle permet d'intégrer déjà plusieurs sources des règles pour imaginer cet univers composé de différentes typologies, différentes catégories de normes qui finissent par interagir grâce aux narrations qui parcourent cet espace-là. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de voir dans quelle mesure cette idée qui a été développée par rapport à un univers de référence plutôt états-unisien et aussi en liaison avec l'Ancien Testament, donc la religion juive en grande partie, peut être utilisée pour analyser ce qu'on pourrait appeler, et on verra si cette proposition est assez pertinente, des narrations africaines. Narration juridique africaine. Alors, les éléments que je pense intéressants de retenir par rapport à cette idée de Robert Coburn d'un univers normatif qui est à la fois un univers narratif repose sur le fait que on peut imaginer la production de signification juridique comme une entreprise sociale, donc une base sociale pour la production juridique, pour la jurisgenesis, mais aussi ça nous invite à raisonner en termes de communautés interprétatives, c'est-à-dire la production de sens étant collective. Il est fort probable qu'à l'intérieur d'un même univers normatif puissent coexister plusieurs communautés interprétatives, chacune avec ses propres règles discursives et narratives. Autre point important et intéressant que je pense plus faire du sens quand on parle de l'espace africain, c'est le caractère foncièrement communautaire des narrations. S'il y a des narrations partagées, c'est parce qu'il y a une base plus ou moins partagée des significations qui permettent justement de structurer un discours et de véhiculer des messages à caractère aussi normatif. Bien évidemment, il y a aussi cette idée qui renvoie à l'idée du pluralisme que j'ai déjà évoqué à l'entame de notre conversation. Il y a cette idée d'une prolifération et multiplication des significations à caractère normatif. C'est-à-dire, étant donné que la production repose sur l'échange et le dialogue des membres de ces communautés interprétatives, on ne peut pas empêcher qu'il y ait une prolifération des significations. Donc, à chaque fois, il y a toujours la possibilité de renouveler les narrations en y ajoutant ou en y soustrayant des éléments. Mais l'essentiel, c'est qu'il y a à la base cette idée d'une capacité de création juridique qui n'arrête pas de pouvoir donner naissance à plusieurs instances de narration. Bien évidemment, le droit positif lui-même peut être analysé comme une forme de narration. Il suffit juste de renvoyer à l'idée même de juridiction, jurisdiction, les dire comme vraiment le cœur du droit, le cœur du fonctionnement, le cœur de l'administration de la justice. Et bien évidemment, il y a une composante narrative discursive qu'on peut aussi retrouver dans l'idée de fiction juridique. En fait, si on revient à l'étymologie du mot qui vient du latin, fixio, ça veut dire fabriquer, l'action de façonner, souvent de manière discursive. Et ce qui est intéressant, c'est que, comme les juristes le savent bien, fabriquer dans le cas d'une fiction juridique, ça ne veut pas dire qu'après, ça reste quelque chose qui n'a pas des effets concrets. Au contraire, on sait très bien à quel point les fictions juridiques soient capables d'avoir un effet, un impact sur la réalité. À ce propos, il me plaît de rappeler déjà un argument sur lequel on reviendra dans la suite, qui a été déjà soulevé lors des séminaires précédents. Quoi de plus puissant que la fiction juridique que j'appellerais la fiction linguistique de la langue officielle? Par exemple, si on prend le cas du Sénégal, la langue officielle consacrée par les droits positifs et par la Constitution, le français, voilà, une fiction qui a bel et bien une existence et qui a des effets très concrets. Et
quand je disais que le droit positif lui-même peut être analysé comme une forme de narration, c'est parce que souvent, quand on parle de l'approche droit et littérature, on se heurte à des résistances, surtout des juristes qui ont une approche normativiste, une approche juste positiviste très poussée et qui craignent, qui ont la crainte quelque part que ça remettrait en cause les spécificités du droit ou les spécificités de la narrativité proprement juridique qu'on devrait attribuer seulement au droit. Bon, bien évidemment, si on parle d'une narrativité du droit, c'est parce que on va reconnaître au droit, encore une fois, deux spécificités. Bien évidemment, la performativité, la capacité de produire des effets. Les fictions juridiques que je venais de rappeler tantôt sont justement un cas d'espèce. Bien évidemment, on est confronté à une forme de narration qui est caractérisée par un degré très élevé de technicité, au point qu'il y a des disciplines comme la légistique, effectivement, qui sont censées apprendre la bonne manière d'écrire et de manier le langage technique du droit positif. Si on revient un peu à Bourdieu, qui a été évoqué la fois passée par le professeur Correa, qui a été évoqué aussi tantôt lors de l'introduction par M. Gobor à propos des juristes comme gardiens de l'hypocrisie collective, c'est aussi vrai que l'accès au champ de production juridique proprement entendu est un accès assez restreint, c'est un accès élitiste. Bien évidemment, la narration typique du droit positif est caractérisée aussi par rapport à d'autres formes de narration par un rapport très étroit avec le pouvoir, l'autorité et aussi à la limite avec l'utilisation possible de la force. La contrainte liée aux effets de la narration juridique n'a pas d'égal si on pense à d'autres types de narration. Bien évidemment, il y a des disciplines qui se sont développées qui, au sein du droit positif, qui montrent comment cette idée de narration fait effectivement sens si on l'applique au droit positif. Je pense tout simplement à la sémiotique juridique. Il suffit de lire des travaux très intéressants, parfois très techniques. Et pour quelqu'un comme moi qui n'est pas forcément un expert en sémiotique, parfois un peu difficile à saisir. Mais il y a, par exemple, la Revue internationale de sémiotique juridique qui est dédiée à l'analyse sémiotique du droit. Il y a bien évidemment les travaux qu'on peut inscrire dans la filière de la philosophie analytique du droit. Il y a les théories de l'interprétation juridique et ainsi de suite. Il y a aussi un rapport entre le droit positif comme forme de narration et la colonialité. Comme je disais, cette conversation d'aujourd'hui s'inscrit aussi dans les mêmes sillages que les conversations précédentes et c'est une manière de réfléchir aussi sur un aspect un peu moins exploité de cette idée de colonialité du pouvoir qui a été conçu pour la première fois par le sociologue Hannibal Quijano, qui parlait justement de colonialité du pouvoir sans forcément arriver jusqu'à parler d'une colonialité du droit. Par contre, si on analyse le droit positif comme forme de narration, on se rend compte de certains aspects de sa propre colonialité. Je dirais juste de manière très rapide, j'évoquerai juste cette idée d'une colonialité interne, entre guillemets, ou pour reprendre une expression que vendredi passé, le professeur Correa a utilisée, une forme de colonialité douce, bien que pas vraiment si douce que ça. Et je pense par exemple au fait que même dans le développement du droit positif dans l'espace européen, avant de l'utiliser pour l'administration, aux fins de l'administration coloniale, le droit positif lui-même a agi de manière coloniale, si vous me passez les termes, en offrant la suppression d'autres formes de narration à vocation normative qui existaient. En fait, l'idée de codification, c'est à nouveau Pierre Bourdieu qu'on peut évoquer quand il parlait du fait que codifier, c'est toujours mettre en forme, mais c'est aussi mettre des formes, imposer des formes. La codification juridique qui a été bien symbolisée par le projet du Code Napoléon de 1804, a œuvré exactement dans ce sens-là. C'est-à-dire imposer sa propre narration sur d'autres formes qui existaient, d'autres usages et coutumes qui existaient pour finalement les rendre de narration subalterne. Évidemment, ce processus d'uniformisation, de centralisation
pendant avec cette idée d'une certaine monopole dans la capacité de lire les sociales et de les régler. Après, bien évidemment, il y a l'aspect des colonialités externes dans le sens où ces droits qui déjà avaient adopté cette démarche de colonisation d'autres espaces narratifs dans les sociétés européennes a été utilisé davantage lors du projet colonial. Finalement, ce processus, on peut aussi les résumer dans cette idée de suppression progressive d'une marginalisation ou d'une altération des narrations juridiques qui existaient. Je pense que nos collègues historiens du droit sont beaucoup plus outillés que moi pour discuter de la genèse de ces fameux coutumiers qui sont un pur produit de l'administration coloniale, où effectivement l'administration coloniale avait l'ambition de fixer les coutumes, de leur donner une autre allure, parce que quand on force quelque chose qui est fondamentalement oral et qui est basé sur l'interaction quotidienne dans une forme codifiée pour qu'elle ressemble un tout petit peu à un code, évidemment, le minimum c'est que l'on puisse parler d'une altération. Si ce n'est pas effectivement une tentative de effectivement détruire et rendre autre chose, c'est qui avait une logique de fonctionnement et une logique de narration tout à fait différente. Donc, avec cette approche-là, on a rendu subalterne, pour reprendre une catégorie élaborée pour une fois, j'ai le plaisir de citer un auteur italien, Antonio Gramsci, mais qui a été reprise par Gayatri Spivak et toute la filière de Subaltern Studies. On a rendu des narrations qui étaient bel et bien vivantes, qui étaient bel et bien hégémoniques dans les propres sociétés, on les a rendues tout simplement subalternes, en les excluant du discours officiel sur les droits. Et à ces propos, je renvoie à ces deux articles que j'ai trouvé très intéressants, que vous trouvez cités, qui essaient de décortiquer les aspects de cette colonialité du droit. C'est comme je disais, c'est pas un thème qui a été vraiment trop exploité dans la littérature, mais ce sont des articles qui, avec des exemples concrets, tirés du subcontinent indien, mais aussi de l'Égypte, essayent de montrer comment ces processus de colonialité du droit œuvrent jusqu'à aujourd'hui, de manière parfois masquée ou sous prétention par contre d'être juste un processus de universalisation de certaines normes, de certaines règles. Je pense que on peut bien faire les constats, comme on l'a fait lors des séminaires précédents, que ce modèle de juste positiviste, qui est aussi un modèle de narration qui va avec, est voué à l'échec. En fait, j'ai repris une citation d'un article du professeur Ndiaye et du professeur Diouf qui parle en fait de modèles positivistes qui n'arrivent pas vraiment à s'enraciner, qui a du mal à saisir l'imaginaire collectif africain. Et c'est moi qui ai souligné ces deux passages. Quand on parle de narration, si on reprend cette idée de Robert Cover d'un univers normatif et narratif, bien évidemment, on renvoie aussi à cette dimension de l'imaginaire. Imaginaire comme répertoire de signification partagée. Et donc, cet modèle juste positiviste, mais on pourrait juste substituer modèle par narration juste positiviste, a du mal à saisir l'imaginaire collectif africain. C'est la même chose pour cet autre passage que j'ai trouvé toujours très efficace, encore une fois, c'est le professeur Abdulaziz Diouf, qui nous parle d'une faillite du droit positif, qui fait que les populations sont conduites à produire leur propre ordre normatif. Mes propos d'aujourd'hui sont de voir ensemble si cette idée de production de leur propre ordre normatif peut être saisie par les biais de la narration. C'est-à-dire, mais comment effectivement les populations arrivent à produire cet ordre normatif alternatif et parfois qui est même en contradiction avec ce que le droit positif dit. Une première partie de la réponse que je soumets à votre appréciation, c'est justement, il faut poser la question aux gens, mais pourquoi et comment vous arrivez à produire votre ordre normatif? Et fort probablement, la réponse qu'on aura, c'est à travers des narrations alternatives. On parle différemment, on transmet les règles différemment, mais on le fait par un biais narratif. Encore une fois, je reviens sur le caractère liminaire de notre conversation d'aujourd'hui. Je n'ai pas la prétention ni l'outrecuidance de dire
déjà quelles seraient ces narrations juridiques africaines. Je vais proposer quelques exemples, à mon avis, qui peuvent nous être utiles pour les débats, pour orienter les débats et pour voir où est-ce qu'on pourrait aller puiser pour étudier, pour analyser ensemble ces discours, cette autre forme de normativité qui sont produites par les populations, qui étaient produites dans le passé, qui le sont toujours, et qui aident à comprendre pourquoi, face à cet échec du droit positif, de faire du sens, de produire du sens, et vraiment de prendre en compte la vie quotidienne des populations, comment on peut trouver deux narrations qui vont soupler cette carence. J'ai juste repris ici une partie de ce que le professeur Kizerbo disait par rapport à la méthodologie d'analyse dans l'introduction à l'histoire générale de l'Afrique. Il renvoie bien évidemment à la question des traditions, à la question de l'utilisation des sources orales, donc je dirai quelques mots par la suite. Et je renverrai aussi des travaux de spécialistes en la matière, tout en sachant que, encore une fois, c'est bien évidemment dans ce patrimoine partagé qu'on devrait pouvoir puiser pour comprendre d'où vient ce matériel qu'on emploie pour élaborer ces discours alternatifs qui vont soupler, parfois concurrencer même les discours, la narration officielle du droit positif. Un premier exemple que j'aime vous soumettre, c'est lié à une figure assez particulière de l'histoire de l'anthropologie. Pour citer notre auteur qui a fait l'objet déjà des rappels lors des séminaires précédentes, Mudimbe, qui parle de cette bibliothèque coloniale qui a été construite malheureusement aussi avec la complicité, entre guillemets, des anthropologues. Or, j'aime souvent citer la figure d'Edward Westermarck, parce qu'il s'agissait d'un anthropologue finlandais qui a toujours œuvré de manière en modalité freerider, n'était pas lié forcément à une administration coloniale. Et, ses recherches faites au Maroc étaient liées plutôt à des intérêts personnels, mais pas dans le but d'arriver à une codification comme celle des coutumiers pour permettre après à l'administration coloniale de se servir de ce support. Donc, cette étude qui s'intitulait Wit and Wisdom in Morocco, a Study of Native Proverbs, qui date de 1930, c'est un exemple, à mon avis, intéressant pour voir un peu comment on avait déjà commencé à réfléchir sur l'idée de répertorier dans la mesure du possible la sagesse populaire. Wit and Wisdom, ça renvoie un peu à ça, à cette idée de sagesse populaire, mais aussi à certains jeux de mots, à la sagacité populaire. Comment pouvoir l'étudier, l'analyser. Ce qu'il a fait dans cet ouvrage, c'était justement essayer de procéder à la collecte de certains proverbes assez diffusés à l'époque. Après, bien évidemment, on retrouve aussi la logique un peu classificatoire typique de l'anthropologie européenne de l'époque. Vous voyez, au niveau de la présentation de ces ouvrages, la table des matières, il y avait cette tendance à lister les différents proverbes selon les catégories concernées, donc les femmes, les relations parentales, les voyages, les commerces. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'encore une fois, c'était un projet totalement décousu d'un projet colonial. C'était vraiment un projet basé sur l'investigation de ces sources de sagesse populaire que, dans l'optique de Westermarck, avait bel et bien la dignité du droit vivant qui régissait la vie des populations du Maroc de l'époque. Un autre auteur que j'aime bien rappeler quand on discute de cette idée, qu'on essaie de développer cette idée de narration juridique, est bien évidemment Jean-Godefroy Midima, cet ouvrage assez célèbre consacré à la Pallade. C'est surtout son intitulé qui m'interpelle et que je pense puisse nous interpeller dans notre discours d'aujourd'hui, une juridiction de la parole. Encore une fois, c'est cette reconnaissance de la dimension de la narration, de la dimension de la parole qui arrive à retisser les liens sociaux, qui est au centre de ce petit ouvrage, qui a aussi eu les mérites, bien que elle a été aussi critiquée, mais là, elle a eu le mérite de refaire découvrir ou faire découvrir tout court ces mécanismes communautaires dans l'administration aussi, de socialisation aux règles,
dans les espaces, au-delà des espaces africains. Donc, cette idée d'une juridiction de la parole peut, à mon avis, être reprise quand on parle de narration juridique africaine aujourd'hui pour comprendre, pour voir si et comment ces mécanismes discursifs fonctionnent toujours et quel est le rôle dans la vie quotidienne des populations, quel est le rôle dans la gestion du lien social. Un autre exemple, notre auteur, qui à mon avis peut nous aider dans cette idée de construire ensemble cet outil de recherche qui serait les narrations juridiques, est Oyanke Oyaoumi, qui a travaillé sur la déconstruction du discours occidental sur le genre, en s'appuyant sur ce que moi j'appellerais les narrations juridiques de sa propre culture d'origine, les Oyo Yoruba. En fait, en lisant ce célèbre ouvrage sur l'invention de la catégorie des femmes, on est confronté à l'utilisation de certains mythes cosmogoniques, de certains récits de fondation typiques des Oyo Yoruba, et qui peuvent constituer, à mon avis, un exemple de qu'est-ce que serait une narration juridique. Ce sont de cosmogonies, mais qui ne se limitent pas à nous dire comment l'univers, le cosmos aurait été créé, mais qui ont un impact sur la conception du lien social, la conception des rapports hommes-femmes, la conception des rapports familiaux. Donc, il s'agit d'univers normatifs et narratifs qui permettent à tous les appartenants de cette culture de pouvoir s'identifier et de pouvoir savoir se conduire au sein de leur propre société. Donc, pour reprendre un peu ce que Robert Cover disait, habiter correctement leur nomos. Dans les cas d'espèce, le nomos Oyo Yoruba. Et en plus, il y a des parallélismes très intéressants qu'on pourrait faire, mais là, vraiment, je laisse la parole aux spécialistes, les linguistes, mais aussi les collègues qui m'ont présidé, notamment Fatou Kiné Camara, qui a fait une présentation excellente sur le langue locale. On pourrait faire des parallélismes avec des langues telles que le Wolof, ou l'absence, qui n'est pas une langue genrée, et donc où cet raisonnement développé par Oyeronke Oyeoumi par rapport au Yoruba peut trouver des points de parallélisme. Il y a aussi deux ouvrages que je cite, que vous connaîtrez certainement, l'ouvrage du professeur Abdoulaye Baradiok, La société Wolof. Encore une fois, quelle serait une narration juridique africaine qu'on trouverait dans cet ouvrage? C'est encore une fois, ce sont les cosmogonies et les mythes de fondation que Abdoulaye Baradiok évoque pour expliquer la structuration de la société Wolof. Le fait de renvoyer à cette mythe fondateur nous permet de saisir ces matériels narratifs à partir duquel on pourrait développer cette idée d'une narration juridique, des mécanismes de construction de la réalité, y compris de la réalité normative telle qu'est vécue dans le quotidien. C'est la même chose pour l'ouvrage de Princesse Samba Diop sur les épopées africaines. Encore une fois, on peut essayer d'étudier ces matériels épiques, ces matériels mythiques, ces matériels qui renvoient aux cosmogonies et aux théories sur la structuration de la société pour chercher où on peut aller trouver ces matériels qui peuvent nous permettre d'analyser les narrations juridiques africaines. Je renvoie également aux travaux de notre cher collègue Fatou Kiné Camara sur le pouvoir de la justice dans la tradition des peuples noirs, sur le lien matrimonial dans la tradition des peuples noirs, qui sont déjà très connus, mais aussi à deux de ces articles où on voit exactement, pour une fois, une indication très claire des sources qu'on pourrait essayer d'aller étudier pour analyser cette idée de narration juridique africaine. Dans un cas, c'est un conte qui illustre le droit cello du mariage. Le deuxième article que j'ai cité, c'est un paper qui avait été présenté et qui renvoie à deux autres contes assez populaires et qui montre encore une fois comment aussi l'univers des contes peut être mobilisé pour construire cet outil analytique qui reposerait sur cette idée d'une narration juridique. D'autres exemples auxquels je
j'aimerais renvoyer pour voir ensemble si elles peuvent nous aider dans l'analyse, dans le décryptage de ces narrations qui circulent dans l'espace social. Ce sont les travaux de Sylvia Tamae, encore une fois, qui s'est appuyée sur de savoir endogène, de savoir, encore une fois, cosmogonique à la fois, mais aussi mythique, dans le sens d'une mythologie qui structure les sociétés et les représentations sociales des sociétés. Cette fois dans l'espace est-africain. Je pourrais aussi citer les travaux de Francis Deng sur les Dinka au Soudan, qui eux aussi renvoient au patrimoine mythologique, au patrimoine des contes, au patrimoine des proverbes et des dictons qui circulent dans un espace social pour en tirer de dispositions qu'on pourrait qualifier de dispositions normatives. Il y a aussi ce que, à défaut d'une qualification meilleure, j'ai juste libellé la littérature biographique, mais dans un sens large. Encore une fois, j'ai pris comme exemple des ouvrages qui, à mon avis, offrent un grand appui pour analyser l'impact que l'imposition de la narration du droit positif d'inspiration occidentale coloniale a eu sur les sociétés africaines. Vous connaîtrez certainement certains de ces ouvrages-là, mais encore une fois, c'est pour dire que à côté des travaux très très précis des historiens du droit, on peut aussi puiser dans la littérature, dans le sens classique du terme, pour étudier et reconstruire certaines interactions et l'effet que la tentative de surimposer une seule narration hégémonique, celle du droit positif, sous les autres narrations, a produit et qui continue de produire jusqu'à aujourd'hui. Un passage un peu plus long, bien que je vois que le temps file vite, donc je vais essayer d'aller rapidement vers la partie conclusive pour permettre après d'avoir un débat. Il y a ce que moi je considère l'exemple le plus abouti d'une interaction entre la littérature proprement entendue et cette idée d'aller à la recherche de matériel alternatif pour décrypter la narrativité. Ce sont les ouvrages biographiques, autobiographiques de Amadou Hampâté-Bâ. Bien évidemment, il y a d'autres avant moi qui ont bien pensé à utiliser et analyser les travaux d'Amadou Hampâté-Bâ sous cet angle-là. C'est l'article de Christophe Bérard et de Alassane Dongo que vous trouvez cité. Et après, c'est moi-même qui, par contre, a pris deux passages de Ankoulel, l'enfant Pelle, où Amadou Hampâté-Bâ refait un peu l'histoire de quel était le mécanisme de socialisation pour les enfants Pelle, et qui montre exactement comment les sociétés ouest-africaines disposaient et disposent jusqu'à aujourd'hui des théories cohérentes sur, par exemple, sur qu'est-ce que l'enfance, quelles sont les phases de l'enfance, qu'on pourrait utiliser aujourd'hui pour éviter de analyser, par exemple, le développement de l'enfant en utilisant des grilles qui viennent d'ailleurs. Jusqu'aujourd'hui, pour les spécialistes du droit de l'enfance, quand on parle de la dimension psychologique, on est systématiquement renvoyé à des théories qui ont été développées ailleurs, qui ont été développées par rapport à d'autres mécanismes de socialisation et qui ont du mal à lire l'enfance quand elle est située ailleurs, notamment en Afrique. Cette deuxième slide parle justement de ce discours qui montre comme il y avait une théorie des phases différentes dans l'évolution de l'enfance et qui pourrait être aujourd'hui questionnée pour voir est-ce qu'elle est toujours vivante, est-ce qu'elle fait toujours du sens. Pour terminer, avant de vous laisser avec quelques questionnements que j'espère va nous aider dans les débats, je passe par un exemple qui constitue, à mon sens, vraiment une étude des cas qui peut être développée davantage, mais qui peut nous inspirer pour d'autres études qu'on pourrait mener dans un cadre interdisciplinaire. C'est la question de la charte du Kurukan-Fuga. Comme vous le savez, effectivement, il y a plusieurs versions de ce document. Il y a plusieurs configurations, plusieurs déclinaisons que ce patrimoine normatif et normatif à la fois a conduit. On parle des serments des chasseurs, on parle de la charte du Mandin, et finalement, depuis 1900,
1998 et surtout après l'inscription dans le patrimoine de l'UNESCO en 2009, on parle presque seulement de la charte du Kurukan Fuga. Je n'ai pas le temps de développer parce que je préfère aller vers la conclusion pour avoir le temps de discuter. Vous trouverez après, vous pourrez après revenir sur ce passage de la présentation. C'est juste pour dire qu'il y a aussi une certaine dispute d'école entre des auteurs Youssouf Tata Cissé et Djibril Niang par rapport à l'origine et à la dénomination la plus correcte qu'il faudrait donner à ce document. Donc, bien évidemment, il y a des différences entre la configuration même qui a été donnée à ces documents lors de leur présentation. Je reprends ici, par contre, le passage conclusif du serment des chasseurs et de la charte du Mandé. Et c'est moi qui souligne à l'adresse des oreilles du monde tout entier pour montrer comment effectivement cette idée de narration était bien évidente. C'est pas un discours écrit, c'était un discours qu'on a adressé aux oreilles du monde. Donc l'importance de ce processus narratif de transmission dans la structuration de cet espace. Ce qui m'intéresse en fait, si on prend la configuration actuelle que la charte de Kurukan Fuga a, elle repose sur une architecture qui renvoie un peu plus, si vous me le permettez, à un document de droit positif. 4 chapitres, 44 articles, et même dans la dénomination, par exemple, disposition finale, ça renvoie un tout petit peu à ce qu'on a l'habitude de voir quand on parle d'un document typiquement qui s'inscrit dans la sémantique, la sémiotique du droit positif. Et je pense que ce n'est pas anodin aussi que la transcription finale ou la mise en forme, pour reprendre un peu cette idée de codification des mises en forme, a été assurée par M. Siliman Kouyaté, qui est aussi un juriste, conseiller à la Cour d'appel de Cancan. Encore une fois, ce qui m'intéresse ici, ce n'est pas comme c'était le cas, parce que vous savez que il y a aussi des controverses doctrinales par rapport au statut de la charte de Kurukan Fuga. Il y a des positionnements, des questionnements sur l'authenticité. Moi, je ne pense pas du tout que c'est une question à remettre en jeu. Il est bien évident qu'il y a ces patrimoines qui existent, et je ne peux que partager cette considération faite par les collègues Noël Samou dans cet article dédié à la charte du Mandé, qu'en réalité, on est confronté à un gisement normatif et normatif qui est capable de connaître plusieurs configurations. Ça n'enlève rien à sa richesse. Au contraire, ça montre comment cette prolifération des significations normatives, qui se base parfois sur des mythes partagés, des visions, des représentations socioculturelles, est capable de donner naissance à plusieurs typologies ou formes narratives, y compris à être transposé dans un langage qui semblerait quelque part renvoyer à une structuration plus typique du droit positif. Pour ne pas conclure, en fait, comme je disais, il ne s'agit que d'une tentative de partager une approche que j'espère on aura l'occasion de développer davantage. Si on adopte cette approche narrative, donc se mettre à l'écoute de certains discours qui circulent dans un espace social pour en décrypter des normes, on peut revenir sur une synergie que je trouve prometteuse. On a évoqué le pluralisme normatif ou juridique selon les dénominations qui parfois peuvent différer. Mais alors, je pense que on a perdu le partage. Ah. Si on parle si on adopte cette approche narrative, on peut aussi répondre à une question qui souvent a été posée. Comment étudier effectivement le pluralisme normatif? Souvent, le pluralisme normatif correspond à un pluralisme narratif. Il y a plusieurs narrations juridiques qui circulent dans un espace social. Donc, si on adopte cette grille de lecture, on peut essayer d'en détecter et d'analyser les sources. Après, il y a aussi le lien avec la question linguistique. Je disais, je renvoie encore une fois au séminaire de notre collègue Fatoudine Kamara. Si on parle de langue, si on parle d'une pluralité de langues, on peut aussi utiliser l'outil narratif pour
voir quels sont les discours produits par ces différentes langues. On peut se mettre à la quête de ces différentes constructions linguistiques pour voir comment elles interagissent ou pas dans un espace social donné. Encore une fois, en plus, si on raisonne en termes de narration juridique, on peut se départir de ce clivage qui a été la marque de plusieurs discours, même anthropologiques, oralité, écriture, l'incompatibilité ou l'incommensurabilité, tout en sachant que souvent cela a été fait au détriment de la composante orale, en disant que la seule scientificité reposerait sur l'écriture, la seule démarche possible pour avoir du sérieux reposerait sur l'écriture, or que l'oralité a bel et bien son rôle à jouer dans la structuration de la vie en société, au point qu'aujourd'hui on parle de plus en plus d'orature pour donner toute la dignité et la noblesse qu'il faut à cette idée d'un patrimoine oral. Et en plus, si on raisonne en termes de narration, on a l'avantage d'avoir une approche diachronique et processuelle. La narration, comme son nom le dit, c'est un processus. Ça permet d'avoir une approche à ce patrimoine socioculturel qui soit dynamique. Ça permet de comprendre comment, tout au long de l'histoire de la société, il y a des éléments qui peuvent disparaître. Le processus de narration, c'est aussi le processus de dynamisation de la tradition. Il n'y a pas de tradition qui reste immuable. Chaque tradition subit des mutations et souvent c'est l'outil narratif qui nous permet de comprendre comment ces narrations se sont produites. On reconstruit la chaîne de la narration et on se rend compte qu'à un certain moment, il y a eu des changements, il y a eu des ruptures, il y a eu des continuités. Mais ce qui est évident, c'est que la tradition n'est jamais égale à elle-même et c'est en comprenant comment cette tradition elle-même l'est racontée, comment elle passe par des mécanismes narratifs qu'on arrive à comprendre quel est son dynamisme, mais aussi quelles sont ses modifications. Il est aussi clair qu'il y a des difficultés et des risques que je me limite vraiment à évoquer parce que probablement lors du débat, c'est l'un des éléments sur lesquels qu'on pourra s'apaisantir. Il y a les résistances juste positivistes, comme je disais. Le droit positif tel qu'il est enseigné, tel qu'il est conçu, a du mal à s'accommoder à d'autres modalités de construire les liens sociaux et de narrer les liens sociaux. Surtout pour ceux qui développent une approche qu'on peut qualifier, en reprenant un peu les héritiers de Kelsen, pas vraiment Kelsen lui-même, autopoétique et autoréférentiel. Le droit n'a qu'à se penser à partir de soi-même. Les catégories analytiques qu'il utilise n'ont qu'à se développer dans son sein. Et donc là, c'est vraiment le point le plus éloigné et la discussion risque de se heurter à des résistances farouches. Il y a aussi les risques de produire du passéisme, de rester enfermé dans cette idée d'un patrimoine immuable qui renverrait à une âge de l'or, or que, et ça peut déboucher aussi sur une certaine muséification des cultures. On les traite comme des entités hors du temps, hors des modifications possibles, or que, encore une fois, on est face à des phénomènes sociaux qui ont une vie et qui ont une dynamique. Après, il y a, je pense que ça c'est un point sur lequel nos collègues historiens du droit, mais pas que, pourront avoir leur rôle à jouer, le problème des sources. Moi, je n'ai fait que indiquer quelques sources possibles en évoquant les mythes fondateurs des sociétés, les cosmogonies, les religions endogènes, les religions révélées. Mais bien évidemment, le problème se pose. Quelles sont les sources? Comment faire aussi pour sécuriser valider la véracité de certaines sources, notamment quand on parle des sources orales. On a un risque, encore une fois, d'un accès difficile, tout en y ajoutant que quand on parle de certaines formes de narration qu'on pourrait qualifier de juridiques, il s'agit aussi d'une narration, comme c'était le cas pour sûrement les chasseurs, c'était des narrations liées à deux étapes initiatiques, donc ce ne sont pas forcément des narrations disponibles au grand public, donc il faudrait forcément avoir l'accord des communautés concernées, mais aussi s'appuyer sur les capacités linguistiques de chercheurs capables de pouvoir accéder à ce patrimoine linguistique et logistique. Vous comprenez que pour moi c'est une question qui se pose davantage vu ma connaissance très limitée
de langue nationale sénégalaise, pour ne faire que cet exemple-là. Et aussi pour répondre un peu aux préoccupations de certains collègues qui prennent pour un discours très autoréférentiel et très autopoétique du droit. Il y a aussi, il faut pas se nier la réalité, il y a aussi les risques de banaliser excessivement les spécificités de la narration juridique typiquement et strictement juridique, c'est-à-dire du droit positif. Et je conclurai là-dessus en m'exigeant de voir un peu déborder sur l'état d'une partie. Euh, Au fond, ce qui m'intéresse, c'est aussi de vous poser cette question, de nous poser cette question. Comment faire pour que le droit positif, tel qu'il est encore aujourd'hui élaboré et même théorisé, parfois analysé, comment faire pour que on puisse dialoguer d'une manière profiteuse et pas, encore une fois, dans une manière hum, coloniale avec les autres formes de narration, les autres formes de narration qui ont une vocation normative, qui circulent au sein de la société. Donc, pour que ces dialogues soient fructueux, il faudrait qu'on s'interroge là-dessus et voir si, dans la réécriture du droit positif qu'on préconise, il y a cet espace qu'on peut aménager pour que les autres narrations ne soient pas réduites à des épisodes de folklore, ou réduites à des sources secondaires, mais pour qu'elles puissent être intégrées. Merci beaucoup pour votre attention et on reste à l'écoute pour la suite. Euh, Merci, docteur Ricardo, pour cette présentation très riche en enseignement qui s'apparente un tout petit peu, entre guillemets, à un cri de cœur ou bien à un appel à l'aide aux penseurs qui seraient intéressés donc par cette cause à venir remporter le concours. Docteur Ricardo, vous avez commencé par montrer à la question de c'est quoi de l'existence d'une narration sud-africaine. Vous avez commencé par montrer que la narration en réalité est inhérente à une vie en société parce que c'est le fruit des interrogations les plus rudimentaires de la vie. C'est en réalité tous les savoirs qui donnent un sens à la vie. Et vous avez aussi montré que l'Afrique est un continent qui est favorable à la réception de la narration dans l'espace conceptuel parce que c'est une société interprétative qui aime donner du sens à beaucoup de choses, à même des choses abstraites. Vous avez montré aussi les éléments de narration du droit positif, qui est aussi une forme de narration, que vous avez analysé comme une sorte d'imposition, c'est-à-dire en raison donc de la persistance de la colonialité du droit. Et vous avez fini par dire que cette narration positiviste là est vouée à l'échec. Donc, vous avez aussi déploré l'absence de prise en compte du pluralisme de sources en sollicitant de plus en plus dialogue entre le droit et narration. Donc, que la quête des narrations ne devrait pas uniquement avoir comme terrain de prédilection aussi le passé, parce qu'on peut puiser dans les éléments effectivement du présent pour voir comment effectivement la réalité est décrite. En ce cas, vous avez fait des propositions comme le fait de répertorier la sagesse populaire, entre autres, l'idée d'une juridiction de la parole, l'idée d'un retour vers le mythe fondateur. Vous avez évoqué les contes, les mythes, les légendes, etc., etc. Donc, vous avez aussi fini par évoquer effectivement les difficultés que cette quête pourrait rencontrer, comme le problème de la résistance du droit positif, qui a tendance à exclure tout ce qui est en réalité extérieur. Donc, nous allons voir s'il y a des personnes qui ont des questions à poser ou bien des suggestions. Si vous avez des questions, vous pouvez lever la main comme ça. Il y a la professeure Fadou Kiné Kamara, je pense, qui a levé la main. Professeur Fadou Kiné Kamara. Bonjour, je voudrais d'abord vous remercier tous, remercier le laboratoire d'études et de recherche critique sur le droit en Afrique, c'est-à-dire le LERCDA, Labo Kwasiga, et puis et le LASPAD, qui a permis à Dr Ricardo Capelletti de faire cette magnifique présentation. Et à vous aussi, Monsieur Kobor, qui est un très beau modérateur, et à toute l'équipe. Et vraiment, je remercie parce que j'écoutais avec tellement de plaisir. Je me suis dit, enfin, nous sortons de notre splendide, entre guillemets, isolement. C'est-à-dire que, comme l'a dit Dr Riccardo Capelletti, il faut qu'on se rende compte que
on ne peut pas réfléchir sur le droit en Afrique en mettant de côté la question des narrations juridiques et le fait que en Afrique francophone, en tout cas, on est en retard sur cette question-là. Donc, merci d'aider à combler ce retard. Et j'étais très contente aussi que Ricardo ait mis l'accent sur le fait que même le droit positif découle d'une narration. Et c'était formidable que Ricardo ait insisté sur le fait que cette narration tend à légitimer pour le droit positif l'utilisation de la force, de la contrainte, l'aspect élitiste du droit. Tout est fait pour faire du droit le fait que ça doit venir d'en haut des autorités et que c'est normal. Donc, c'est ça la narration du droit positif. Et ça, c'était bien qu'il l'ait mis en avant. Et le fait qu'aussi, il tend, surtout avec la codification, à supprimer les autres narrations parce que ces autres narrations portent un droit alternatif dont il ne faut surtout pas entendre parler, surtout dans un univers de colonialité. Donc tout cela a été très bien expliqué et je remercie beaucoup Ricardo sur cela. Il y a tellement de choses à dire, mais je vais faire court. Juste dire sur un point, comment sécuriser la validité des sources orales, les cosmogonies, les mythes de fondation, les contes, les proverbes. Sur ça aussi, c'est une question très importante. Et là, il faut impérativement, j'ai écrit un article dessus, et Cheikh Anta Diop nous le demande aussi, il faut comparer avec l'Égypte ancienne. Il a dit lui-même, Cheikh Anta Diop, l'Afrique contemporaine, l'Égypte ancienne, les coutumes africaines, l'Égypte ancienne s'éclairent mutuellement. Donc, si on veut savoir qu'est-ce qui est vraiment autochtone, qu'est-ce qui est authentique, il faut se rapporter à l'Égypte ancienne. Pour bien comprendre aussi certaines règles de l'Égypte ancienne, certaines manières d'être et coutumes, il faut les rapporter à ce qui se fait dans les traditions, dans d'autres traditions africaines. Donc, voilà ce que je voulais dire. Et encore une fois, félicitations, Ricardo. Oui, merci beaucoup, chers collègues et chers amis. Et tout à fait. Je pense que j'avais même oublié de citer, mais pour moi c'est presque implicite, les travaux de Cheikh Anta Diop qui indiquaient justement où est-ce qu'on peut aller puiser pour comprendre l'existence aujourd'hui. Et oui, je pense que l'isolement, la tendance à l'autoréférentialité, c'est ce qui a empêché de faire de la place à une approche vraiment plus pluraliste, parce que peut-être que c'est les sociologues du droit qui parlent, c'est juste les constats qu'on fait quotidiennement. Il faudrait à chaque fois poser la question aux gens, mais quand il y a cette question spécifique, quelle est la source qui fait du sens pour vous? Est-ce que c'est la loi positive? Est-ce que c'est la norme coutumière? Est-ce que c'est la norme sociale? Donc, je crois que vraiment, il y a tout un espace de travail qu'on peut essayer de faire ensemble. Et encore une fois, c'est un cri de cœur, pour reprendre l'expression de M. Cobot, pour l'interdisciplinarité. N'être pas isolé, c'est ça aussi. C'est vraiment mutualiser les compétences qu'on a et le plus que possible éclairer les savoirs respectifs avec un apport qui vient de l'autre. Et bien évidemment, il y a la question cruciale des langues, sur laquelle je n'ajouterai rien, mais qui montre, c'est pour ça que j'ai insisté un peu sur cette idée de fiction linguistique comme exemple de fiction juridique aboutie, très aboutie, trop aboutie même, pour montrer les effets que la narration du droit positif officiel peut avoir et qui nous font constater, et ce n'est pas une surprise, qu'il y a des dispositions qui resteront ineffectives, qu'elles le sont du moment où elles sont même édictées, parce qu'elles sont condamnées à l'être. Parce que, voilà, elles sont pensées dans un autre univers narratif qui ne fait pas de sens. Voilà, on peut pour cette première leçon. Et merci encore, chers collègues et chers amis. Alors, nous allons poursuivre. Je pense qu'il y a M. Sopo qui a posé une question. Bon, je vais essayer de lire sa question. Merci pour cet exposé savant. Dans son ouvrage théorie du droit en Afrique, le chercheur camerounais Bok Bassom présente la mat comme le principe qui a nourri le droit égyptien et a en même temps favorisé l'affinement du concept de justice dans la société égyptienne. J'aimerais avoir votre avis sur le mat. Peut-il être considéré comme une forme de narration juridique
Si oui, quel intérêt peut-on lui apporter dans une perspective de renouveau du discours juridique en Afrique? Alors, merci beaucoup pour cette question. Je rappelle qu'il fait aussi partie de l'équipe de recherche. Oui. Ici, ça. Oui, donc merci aussi à M. Sissoko pour la conception de la note d'orientation et pour toute la préparation du séminaire. Mais là, je suis obligé d'abord de vous renvoyer encore une fois aux travaux de notre collègue Fatou Kamara. Par contre, je peux répondre pour ce qui me concerne. Bien évidemment, pour moi, il s'agit d'une narration juridique. Il s'agit de reconstruire, comprendre, analyser comment la figure de Mats était présentée, quels étaient son rôle, quels étaient ses pouvoirs, et quelle était sa place dans la structuration du panthéon égyptien, car il s'agissait d'une société, d'une forme de religion et philosophie polythéiste, avec plusieurs divinités qui avaient plusieurs compétences spécifiques. Et dans le cas d'espèce, Mat était le principe, la déesse qui présidait l'administration de la justice, ainsi de suite. Mais oui, dans mon entendement, on peut utiliser et analyser la mythologie liée à la figure de Mat et à ses œuvres comme une forme de narration. Donc, c'est-à-dire reconstruire quelle était toute la symbolique liée et qu'on retrouve par ailleurs, comme Cheikh Anta Diop aussi a démontré, qu'on retrouve de manière similaire dans d'autres sociétés africaines, dans la configuration symbolique, narrative et mythologique de plusieurs sociétés africaines. Après, il y a la deuxième partie de votre question qui me permet, quel est l'intérêt qu'on pourrait accorder à tout cela aujourd'hui. Ça me permet aussi de revenir sur un aspect que je n'ai pas mentionné explicitement. En tant que sociologue et sociologue du droit, je suis aussi obligé de me rappeler à moi-même, de rappeler à tout le monde, comme je disais, les sociétés évoluent. Donc, bien évidemment, ces éléments narratifs, ces mythes fondateurs sont appelés eux aussi à certaines dynamisations et certaines évolutions pour qu'ils puissent toujours faire du sens. Les sociétés ouest-africaines, si je peux me permettre de généraliser pour une fois, en espérant de ne pas banaliser trop, sont des sociétés en plus très jeunes, avec un taux de rajeunissement très fort, très élevé, qui fait que les modifications, même dans le patrimoine symbolique partagé, le patrimoine commun, sont très fortes. Je pense par exemple aux nouvelles générations, à l'impact que les nouvelles technologies ont, vu que c'est un axe aussi de recherche de l'ASPAD, ont sur les répertoires symboliques qu'on partage. Je pense qu'on puisse dire sans trop risquer d'abuser de cette idée, que par exemple la jeunesse africaine d'aujourd'hui a beaucoup plus d'éléments en commun avec la jeunesse d'autres continents qu'il y a 30 ans de cela. Et ces éléments narratifs qu'on partage, je pense au contenu qu'on peut exploiter sur le net, finissent aussi pour avoir un impact sur le patrimoine endogène. Donc c'est une bonne question. Comment aujourd'hui on pourrait redynamiser et réactualiser? Je n'ai pas la réponse, sauf s'il s'agit de dire que, à mon avis, c'est quand même un terrain qu'il faut essayer de défricher, voir quelle est la persistance de certaines notions qui nous vient de très loin, même dans les temps, mais pour voir quelle est aussi la signification que peut-être aujourd'hui elles ont fini pour avoir. Donc, parfois, on peut même être confronté à des modifications importantes. Je termine, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais je termine en prenant l'exemple de certaines valeurs qu'on a l'habitude de nommer quand on demande, c'est une question que je pose souvent aux étudiants, quels sont les éléments pour vous qui composeraient qui caractériseraient la société sénégalaise? Et vous savez mieux que moi quels sont les éléments de réponse. Les Sutura, les Faïda, les Ndjong. Mais il serait intéressant sociologiquement voir quelle est la signification qu'on donne aujourd'hui et quelle était la signification qu'on donnait il y a 50 ans de cela.
Et en projection, quelle sera la signification que, par exemple, les sutras pourra avoir d'ici 50 ans. Donc, avoir toujours cette approche narrative nous permet d'avoir cette approche dynamique, diachronique. C'est ce qu'on sait aujourd'hui, c'est ce qu'on savait avant. On peut essayer de voir comment construire quelque chose pour comprendre quelles seront les dynamiques possibles. Voilà pour ce que je pouvais apporter. Mais je renvoie vraiment aux travaux de notre collègue Frédéric Camara, qui a bien travaillé sur l'apport, l'influence et les résonances de cette idée liée à l'Égypte ancienne. Voilà. Tu as déjà répondu. Merci pour cette réponse, professeur. Évidemment, il faut être prudent avec les concepts issus des humanités égypto-nubiennes. Il y a aussi, je pense, Youssouf Babacar Sané. La narration en soi en est encore assez hallucinant. En Occident, mis à part des États-Unis et d'Italie, le rapport entre littérature et droit est peu exploré. Le constat réalisé est que, paradoxalement, ce sont les pays avec un riche héritage littéraire qui se montrent le plus relatifs à sa prise en compte. Pour le cas de l'Afrique, la situation est un peu différente. La littérature est fortement imprégnée de l'oralité. Par conséquent, partant de la spoliation de la raison orale, l'écrit est sacralisé. Je pense que cette quête, contrairement en Occident, se heurte dès l'abord à un double obstacle. La réduction en néant des us et coutumes, lesquels sont d'essence orale. Qu'est-ce qui, à votre avis, pourrait être utilisé comme méthode spécifique en Afrique pour permettre une sensibilité des chercheurs africains relativement aux apports de la narrativité dans la reconstruction du discours juridique? Alors, merci beaucoup pour la question. Et je pense que oui, Monsieur Younous faisait partie aussi de l'équipe de recherche, donc c'est l'occasion pour les remercier. Oui, en fait, comme vous l'avez constaté, parmi les deux questionnements préliminaires que j'avais proposés, il y avait ce constat fait par un collègue ougandais sur l'absence un peu de la littérature dans l'enseignement du droit en Afrique. Et que peut-être ça rejoint un peu votre préoccupation du fait que, oui, cette idée de droit et littérature peine à faire du sens, peine à faire brèche dans l'enseignement. Je vous assure que en Italie aussi, bien qu'il y ait cette société de droit et littérature, dont j'ai l'honneur aussi d'être membre, il y a des résistances. Ce n'est pas quelque chose qui est toujours accepté, toujours assez facile. La question de l'oralité, je comprends vos inquiétudes. Je comprends vos inquiétudes, surtout si on prend le cas de l'Afrique. Mais comme je disais, il ne faut pas oublier que cet effort de codification qui s'est traduit en Afrique par presque l'anéantissement, ou bien c'était plus ou moins l'intention, l'anéantissement des coutumes et des us, a été la même chose qui a été vécue en Europe quand les premiers codes ont été élaborés et ils ont fini pour essayer de s'imposer sur l'ensemble social. Et jusqu'à présent, si je peux partager cette expérience, il y a en Italie des îlots, entre guillemets, normatifs, où il y a je pense par exemple à la question des biens communs, l'utilisation de certains biens communs, ou de certaines terres vécues comme des biens communs, où tout le monde, la communauté concernée a ce qu'on appelle le droit de faire du bois, pour le fait de bois, mais qui n'est pas un droit de propriété, qui n'est pas du tout encadré par les droits positifs en vigueur, mais qui reste une pratique qu'on a étudiée, que certains collègues sociologues du droit, socio-anthropologues du droit ont étudiée, pour montrer comment elle s'est modifiée tout au long du temps, oui, mais elle continue. Elle continue d'exister sous d'autres formes, mais même en dehors de toute reconnaissance officielle, elle continue de faire du sens pour les membres de la communauté de référence. Je pense qu'il n'y a pas vraiment il n'y a pas une méthode spécifique, au moins à mon niveau, je n'ai pas des indications très spécifiques sur une méthode, sauf celui aussi de dire que ce sont des séminaires interdisciplinaires comme ça qui peuvent ouvrir la brèche pour montrer pourquoi et comment il serait intéressant de sortir chacun de nos carcans disciplinaires, chacun de nos sentiers plus ou moins battus, pour s'ouvrir à des formes d'analyse nouvelles, tout simplement. Et donc,
je pense aussi que cette idée de dire que le droit lui-même, le droit positif, est une forme de narration, n'enlève à rien aux séries du droit. Au contraire, ouvre des moyens pour questionner sa propre forme de narration. Et donc, en ouvrant les questionnements sur sa propre forme de narration, on ouvre la porte aussi à d'autres formes alternatives qui peuvent le concurrencer ou qui peuvent être utilisées pour analyser les échecs de cette forme qui se veut hégémonique, mais qui, dans la réalité, ne l'est pas du tout. Donc voilà un peu quelques éléments de réponse. Il y a aussi le directeur du laboratoire d'études de recherche critique sur le droit en Afrique, là, qui va participer au cours de la Samadja. Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. J'aimerais d'abord consacrer des mots de remerciement à Ricardo pour cette communication très, 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 très pénétrante. Effectivement, en consultant la bibliographie qui vous a permis effectivement de nous exposer de façon fugace vos idées et vos interrogations, on se rend compte effectivement qu'il y a énormément de perspectives de recherche qui s'offrent à nous et qui sont pour le moment inexplorées parce que, comme tu l'as bien dit, je me permets de te tutoyer, il y a effectivement un effort pluridisciplinaire à privilégier donc pour ces axes justement de recherche. Et peut-être que pour le moment, par exemple, pour ne donner qu'une idée, tu l'as bien évoqué, la charte du Mandé ou la charte du Kouroukan-Foukan. Je ne sais pas si beaucoup s'en rendent compte, mais c'est plutôt une charte qui est souvent évoquée dans le lexique de spécialistes des sciences sociales. C'est une charte, en tout cas parajuridique ou juridique, ça dépend sous quel angle on se place, mais ça n'attire pas trop de réflexion justement au niveau des juristes, surtout africains. On a l'impression qu'en réalité, que c'est un tabou justement d'en parler. Et peut-être que le LERCDA, bon, je titillerai mes collègues du LERCDA. Le LERCDA peut-être en fera un jour un symposium d'études, la charte du Kouroukan-Fouga, voir effectivement comment ça peut inspirer des réflexions aujourd'hui contemporaines et pas passéistes du tout. Euh, pour ce qui est maintenant de l'interrogation que j'aimerais avoir, c'est que effectivement, cher Ricardo, tu as exploré énormément d'idées et ces idées instaurent à moi, pour le moment, hein, parce que je réagis à froid, est-ce qu'il n'y aurait pas un certain pessimisme à accorder effectivement un avenir à nos narrations juridiques autres que, par exemple, celle qu'autorise justement le positivisme et donc son parent lointain, c'est-à-dire le droit colonial? Je ne reviens pas effectivement sur certains angles morts que tu as relevés, qu'il s'agisse de vouloir socialiser un certain passéisme, qu'il s'agisse de vouloir effectivement défendre coûte que coûte une vision autopoétique justement du droit. Donc, tu en as évoqué beaucoup pour effectivement attirer notre attention sur peut-être les incertitudes et les pesanteurs justement de cette recherche. Mais j'aimerais ajouter deux choses. Il y a été beaucoup question de littérature juridique. Est-ce que nous sommes aujourd'hui dans un environnement dominé par les technosciences et même dans le discours politique, l'idée est justement de rendre infâmes les études justement sur la littérature, sur les sciences humaines, etc. Il faudrait effectivement voilà, valider, il faudrait que l'on enchante des enfants qui, dès qu'ils, leur premier mot, ce sera effectivement, plutôt que de nous expliquer, en tout cas, effectivement, le scénario de la vie, mais plutôt de nous faire des calculs savants, 1 plus 1 égale, voilà, on veut en faire justement le langage justement universel. Est-ce que, par exemple, en termes de vivier pour penser nos narrations juridiques, est-ce que effectivement cela ne nous place pas dans une certaine forme de fatalisme? On est en train de nous faire croire que les humanités, de façon générale, l'Afrique a trop tourné autour, en tout cas, voilà, de ces idéologies de pensée, et que aujourd'hui, il faudrait moderniser effectivement l'enseignement et basculer dans une voilà, logique scientifique, technologique, qui emportera, on ne le sait peut-être pas, parce que cela va féconder d'autres narrations juridiques, et ces narrations juridiques, voilà, un certain côté du monde a commencé à l'expérimenter. Ça,
Ça, c'est mon premier, en tout cas, sujet de pessimisme. Le second sujet qui me rend sceptique, pas dans la formidable entreprise que notre communication, que ta communication effectivement nous place, mais plutôt est-ce qu'il n'y aurait pas également aussi une menace aujourd'hui de l'universalisme du droit, qui est également aussi, on le concevra très bien, qui est également l'expression aussi d'un certain positivisme en tant que tel. Et entendre d'ailleurs Fatou Kiné Kamara, que j'adore titiller, qui est à la fois celle qui nous reconnecte par ses travaux, par ses communications savantes sur effectivement nos cosmogonies, en remontant même jusqu'à justement l'Égypte, ouais, ce que je veux dire, ce qui fatalement nous place dans l'idéal, en tout cas, du juriste qui s'intéresse à une société située et pas à une société humaine globale. Est-ce qu'il n'y a pas un certain parallélisme aujourd'hui à vouloir réfléchir sur ces narrations juridiques que nous offrent effectivement toutes les pépinières que tu as explorées, et le fait de vouloir également aussi laisser place à l'idée et au postulat qu'il y aurait un droit global sur véritablement des sujets qui intéressent l'identité et qui atomisent en réalité les foyers d'expression justement des narrations juridiques de façon générale, quelle que puisse en tout cas provenir en tout cas leur influence. Voici quelques idées fugaces. Je ne sais pas si effectivement tu as pour le moment des mots pour habiller un peu mon scepticisme et mon pessimisme, ou alors effectivement si tu es si tu es plus avancé que moi sur effectivement ces réflexions-là. Merci. Merci, professeur Claude Lassamunda. Puis je le rappelle, il est directeur du laboratoire d'études et de recherche qui est tout sur le droit en Afrique. Professeur Ricardo, vous voulez rebondir sur ce que vient de dire le professeur Lassamunda? Merci beaucoup. Bon, effectivement, je ne sais pas si j'aurais des éléments de réponse aux inquiétudes justement soulignées par notre directeur. Et par contre, je comprends et je partage notamment cette idée, je dirais pas forcément pessimiste, mais sceptique, oui. L'impact qu'un certain discours lié aux technosciences peut avoir, c'est quelque chose effectivement qui peut décourager dans la quête ou dans l'individuation, dans l'intégration même de cette approche narrative, dans l'analyse, dans l'enseignement, de tout ce qui tourne autour du droit positif. Et j'ai plutôt des réactions par rapport la deuxième source de préoccupation. Je dirais, je ne sais pas si c'est une réponse en réalité à ta préoccupation. En réalité, même l'universalisme des droits humains ou cette idée d'un droit global, à mon avis, on peut la déconstruire via l'outil narratif. C'est-à-dire, là aussi, ce n'est pas un destin, forcément, c'est plutôt là aussi une narration. La vocation universelle, c'est pour ça que j'aime beaucoup, quand je parle des droits humains, souligner normes soi-disant universelles, l'approche soi-disant universelle, bien que, comme tu l'as dit justement, il y a des forces qui font craindre un tout petit peu par rapport à la capacité de résilience ou de résistance de certains foyers de production normative qui n'arriveraient pas à s'aligner à cette démarche globale et technoscientifique qui semblerait un peu emporter tout sur son chemin. Donc voilà, je pense que peut-être une manière de ne pas se laisser trop abattre par un pessimisme qui reste quand même fondamental et un certain scepticisme aussi. On pourrait essayer de voir si, étant donné qu'il s'agit d'une narration, on peut trouver des éléments pour la déconstruire ou quand même pour la contrecarrer avec d'autres narrations situées. J'aime beaucoup le fait que tu aies insisté sur cet adjectif-là, que j'aime beaucoup, en tant que sociologue du droit aussi, situé. On parle de sociétés situées, on parle d'individus situés, on parle de communautés situées. Et donc, à mon avis, tout cela est un rappel
encore une fois, pour nous tous, mais comment alors ces individus situés, ces communautés situées dont on parle, conçoivent elles-mêmes leurs droits et comment elles racontent leur monde, même d'une manière qu'on peut analyser, nous, sous l'angle d'une structuration, d'une certaine forme de normativité. Donc, j'ai pas vraiment d'autres éléments pour le moment là-dessus, mais bien évidemment, merci pour avoir souligné ces points qui finissent pour avoir un impact, qui peuvent avoir un impact aussi sur des éventuelles recherches qu'on pourrait imaginer dans ces sillages narratifs pour décrypter un peu quel est les droits vivants qu'on aime étudier et qu'on voudrait aussi, pourquoi pas, reconceptualiser. Merci beaucoup en tout cas. Communication très pénétrante. Voilà, merci. Merci. Merci, professeur Lassane Diaksi. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions pour maintenant. Et je pense aussi que nous sommes retard et malheureusement pas de temps. Votre mot là, docteur Ricardo. Alors, mon mot de la fin ne peut être que des remerciements à plusieurs titres, parce que du coup, bon, presque 13-14 années, j'ai le plaisir d'être ici au Sénégal, de travailler avec plusieurs collègues, plusieurs amis. Et donc, c'est à double titre que c'est un honneur pour moi d'être membre du LERTDA, de pouvoir partager mes réflexions. Et je termine en disant que je trouve excellente l'idée d'avoir des laboratoires comme ça qui permettent d'échanger. Moi-même, si j'avais pu bénéficier de ça quand j'étais moi-même un doctorat, c'est certainement quelque chose que j'aurais énormément apprécié. Et c'est ça aussi qui peut aider à aller de l'avant, donner de l'espace aux jeunes chercheurs pour pouvoir s'exprimer. Donc vraiment merci et j'espère pouvoir suivre d'autres initiatives et certainement la réflexion va continuer. Mais vraiment c'était le seul mot, c'est vraiment merci à tous et à toutes pour l'attention. Merci. Nous remercions aussi Dr Ricardo d'avoir déjà accepté cette invitation, malgré le fait que vous avez un agenda très chargé, il faut le dire. Et merci aussi pour votre présentation, je l'ai dit tantôt, très riche en enseignements. Nous remercions aussi les deux laboratoires, le LASPAD et le LERTDA, d'avoir rendu possible déjà ce séminaire. Un grand remerciement aussi à l'équipe de recherche, parce que peut-être aujourd'hui je suis devant les caméras, mais c'est toute une équipe qui est derrière tout ça. Une équipe qui est composée de 5 personnes, moi-même, Alassane Diagne-Bokor, il y a aussi Mamadou Sissoko, il y a Youssou Ababacar Sané, il y a Adam Tchoupou, et il y a aussi Maïcham. Donc un grand merci à l'équipe de recherche. Et merci aussi à toutes les personnes qui ont assisté effectivement et participé à ce séminaire. Donc merci et à bientôt. Merci.